Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous entendez bien. Oui. C'est bon. Oui, docteur. Oui. Voilà, bonsoir à tout le monde. Comme elle l'a dit, je suis médecin. J'ai un peu fait la formation en soins palliatifs depuis 2019. J'ai fait la formation ici au Sénégal avec Mercy Ship et Hospice Ouganda. J'ai aussi eu la chance de continuer la formation au niveau de Hospice Ouganda en Ouganda et cela nous a été très bénéfique. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la gestion des symptômes dans les soins palliatifs en cas de maladie avancée et en fin de vie, en stade avancé de la maladie et en fin de vie. On a eu, comme on l'a appris tous un peu, les soins palliatifs. Notre but fondamental, c'est de valoriser un peu le temps qui reste et aussi de maintenir une bonne qualité de vie. Et ce maintien de cette bonne qualité de vie passe à un contrôle des différents symptômes gênants qu'on est malade. La dernière fois, on a eu l'honneur d'avoir avec nous le docteur Koulbari qui nous a parlé de l'un des symptômes principaux en soins palliatifs, qui est la douleur. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres symptômes. Il y en a beaucoup. On a eu à prendre certains. Et vous allez voir qu'on a sauté certaines étapes parce qu'on s'est dit que la définition, tout le monde connaissait. Et aussi, l'évaluation aussi, on se dit que tout le monde connaissait. On est passé pratiquement, vous allez remarquer ça, à la présentation, à la prise en charge parfois pharmacologique et non pharmacologique. Le but aujourd'hui, l'objectif pour nous qui participons aujourd'hui, c'est de comprendre les symptômes courants liés aux maladies avancées, aux maladies chroniques et aux situations de fin de vie chez les adultes et les enfants, d'évaluer les symptômes de manière appropriée en utilisant l'approche holistique, de gérer les symptômes de manière appropriée en utilisant des méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques, d'aider le patient et les membres de sa famille à faire face aux symptômes en fin de vie avec sensibilité et respect. Et aussi, notre objectif aussi, c'est d'apprendre à évaluer et à prendre en charge les symptômes tels que la dyspnée, les nausées et vomissements, l'anxiété, l'agitation et les sécrétions. On va commencer par la dyspnée. Là, on va vous faire le bénéfice des définitions et autres. On sait que c'est l'un des... Aminata, excusez-moi. Donc, oui. elle partage l'écran, donc tu peux lui dire quand elle doit avancer les diapos. Parce qu'on ne voit pas votre présentation. Ça va, donc elle a mis ça. D'accord. OK, merci. Je vais voir son partage. C'est bon. C'est bon, Elie? Tu peux essayer de bouger ton écran. Voilà, vous pouvez faire bouger maintenant. Erin? Aaron, can you advance the slide to the next one? Elle est en... Oui. Voilà. Okay. On doit d'abord parler de la dyspnée. On note que les causes courantes de la dyspnée en soins palliatifs, c'est l'atteinte tumorale du tissu pulmonaire et des voies respiratoires. On a aussi cette dyspnée lors des infections, lors des bronchopneumopathies chroniques, dans les embolies pulmonaires, dans les faiblesses des muscles respiratoires. Parfois, si nos patients ont de l'acide ou s'ils sont très anémiés, mais aussi la dyspnée peut être due à l'anxiété. Oui, Erin? Erin? Ça va? Erin? Maintenant, comment gérer cette dyspnée? D'abord, l'éducation. L'éducation, ça veut dire que comment est-ce qu'on va
parler avec nos patients, comment est-ce qu'on va aborder, expliquer de telle sorte que ce Disney soit bien accepté par le patient. Hier, Esther vous a envoyé un petit document sur la Disney. Elle a dit que ce n'est pas tout le temps corrélé aux variations de la fréquence respiratoire. Elles ne sont pas synonymes d'inconfort. La saturation d'oxygène aussi n'est pas corrélée à la dyspnée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne saturation de bonne constante, mais que le patient sente qu'il est essoufflé, qu'il est dyspnéique. Donc, c'est un patient, il faut l'écouter. Comme avec la douleur, c'est ce que ressent le patient. Ce n'est pas à nous de dire que, voilà, vu tous les résultats qu'on a, on a vu votre tension, on a vu votre fréquence respiratoire, donc vous ne pouvez pas avoir des problèmes de dyspnée. C'est ce que dit le patient qui est important. La pharmacothérapie vise à modifier les perceptions de la dyspnée par le patient. Ça veut dire que comment est-ce que le patient lui-même perçoit son essoufflement. Mais là, le but, l'éducation, c'est un peu une traduction anglais-français, ça change un peu. Là, on parle du fait de comment est-ce qu'on va parler à notre patient, comment est-ce qu'on va le calmer, comment est-ce qu'on va l'éduquer de telle sorte qu'il ne fasse pas une corrélation entre peut-être il a un chiffre qui est bas et tout de suite il fait de l'essoufflement. C'est à nous de lui expliquer, c'est à nous de lui dire les causes de telle sorte que peut-être avec cette explication, on arrivera à l'apaiser. Je ne sais pas si vous me comprenez tous, mais après on va en discuter. Par exemple, pour les médicaments, comment est-ce qu'on doit gérer ça? Pour la forme non médicamenteuse, c'est ici ce qu'on appelle non pharmacologique, on peut faire une stimulation du froid du visage. Par exemple, prendre une éponge, le tremper sur de l'eau froide ou de l'eau tiède et lui faire passer ça sur le visage. Ça peut l'aider à s'apaiser. On peut aussi aller à un changement de position du patient. Par exemple, il arrive quand on a un patient dyspnéique, c'est-à-dire par exemple un patient qui fait de l'OAP, qu'on fasse une position inclinée à 30 degrés. Parfois, le fait de changer de position, de le changer peut-être de la droite vers la gauche, peut l'aider à beaucoup plus respirer. Une atmosphère calme, c'est-à-dire le fait de le mettre dans un endroit aéré ou bien de garder le calme autour de lui et de rester soi-même calme en tant que personnel de santé. Cette quiétude qu'on lui est, oui. Peut-être le fait de lui parler. Comment? Le fait de lui parler le plus calmement possible et de rester soi-même calme, de le mettre dans une atmosphère calme, dans une atmosphère aérée, peut l'aider à faire passer cette dyspnée. Et parfois aussi, dans la forme toujours non pharmacologique, il y a l'oxygénothérapie. À part les formes non pharmacologiques, il y a les formes pharmacologiques, c'est-à-dire les formes médicamenteuses, telles que l'utilisation des opioïdes en première ligne. Là, il y a la morphine avec 2,5 à 5 mg par voie orale toutes les 4 heures au besoin. Il y a aussi les mucolytiques, il y a la codéine, il y a les stéroïdes et en cas de tout, l'utilisation de pastilles. Tout à l'heure, on a dit que la dyspnée pouvait être due à de l'anxiété. Et donc là, on peut utiliser certains anxiolytiques tels que le lorazépam ou le diazépam en voie orale. Erin? Erin? Après les dyspnées, vous allez voir parmi toujours les causes, les problèmes, les symptômes respiratoires, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de symptômes, c'est pourquoi on a résumé. Il y a, à part la dyspnée, il y a la toux, il y a la détresse respiratoire, il y a les hoquets, il y a le street, il y a le râle de la mort. Tout cela, on peut l'avoir dans les symptômes respiratoires qu'on peut en soins palliatifs. Là, on a le cas de la nausée. On en vient aux symptômes digestifs. Parmi les symptômes digestifs, il y a aussi les vomissements, les constipations, l'anorexie, la litose. Là, on va parler
plus de la nausée. Et comment corriger cette nausée? Prise en charge des nausées. La correction de la nausée, si cela est possible et approprié par rapport aux causes sous-jacentes, si possible et approprié. Par exemple, une hypercalcémie peut être cause de nausée. L'obstruction des voies peut être cause de nausée. Certains médicaments peuvent causer la nausée. Donc, ici, la correction dépend de la cause. Parfois, il faut ajuster les médicaments ou bien utiliser des adjuvants. Administrer régulièrement des antiémétiques plutôt qu'en cas de besoin. Choisir parfois la voie d'administration. Si certains médicaments peuvent causer la nausée, on peut par voie orale, on peut peut-être changer par voie rectale ou bien utiliser d'autres voies. Mais aussi, parmi les causes de nausée, vous allez voir, il y a la constipation. Il faut tout le temps prévenir et traiter la constipation. Parfois aussi, pour la prise en charge des nausées, on doit peut-être parler de l'environnement, contrôler des odeurs. Par exemple, chez certains patients cancéreux, c'est comme chez les femmes enceintes, certaines odeurs peuvent déclencher la nausée, comme le linge frais. Le linge frais et l'huile humide sur le front peut aider pour soulager ces nausées dues à l'environnement, ou bien du linge frais et humide au niveau du cou ou bien au niveau des poignets. Erin? Allez-y encore. Donc, ici, on dit que la prise en charge des vomissements et le traitement est basé sur le mécanisme et non généralisé. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on a certains symptômes, comme la nausée, comme les vomissements, il va falloir chercher le mécanisme. Comment est-ce que ça s'est arrivé? Et non faire un traitement généralisé. Parce que la plupart du temps, on va se rendre compte que ça ne va pas toujours marcher. Erin? Là, c'est un tableau qui nous parle de la prise en charge des vomissements par rapport à l'agent causal. Par exemple, si le stimulus, c'est les médicaments, on va utiliser peut-être de la métoclopramide. Ici, on va vous dire que les régions stimulées, c'est la zone de déclenchement des chimiorécepteurs. Les récepteurs, c'est la dopamine. Et là, le choix des antiémétiques. À chaque fois, la prise en charge, le CAT, dépend du stimulus. Si c'est la chimiothérapie qui a causé les vomissements, les nausées et vomissements, là, les récepteurs, c'est la sérotonine et les choix des antiémétiques, ce sont les ondansetron et les granisetron. Motion, là, c'est en anglais. Si ce sont les mouvements qui sont en cause la nausée ou bien les vomissements, la région stimulée, c'est le canal c'est le vestibulaire. Et les médicaments, c'est le promethazine, le diphenhydranine. Si, par exemple, la cause, c'est le stimulus, c'est viscéral, on peut aussi utiliser les aripéridoles. Si c'est dû à une élévation de la tension, surélévation de la tension intracrânienne, on peut utiliser la dexaméthasone. Vous allez avoir tout ce tableau après le cours. Erin? Là, c'est un peu l'explication par rapport aux antidopaminergiques. La métoclopramide, le périnorme. Ici, l'action est procinétique, périphérique. Elle soulage la stase gastrique. C'est à éviter en cas d'occlusion intestinale, car il y a des risques de perforation et des risques d'effets secondaires extrapyramidaux. On doit réduire la dose en cas de dysfonctionnement rénal. Erin? Toujours les antidopaminergiques, la domperidone, 10 mg per os
dose maximale de 30 mg par 24 heures, ne traverse pas la barrière encéphalo-hépatique. Donc, moins de risque moins d'effets secondaires, risque d'allongement de l'intervalle QT. Donc, il faut tenir compte pour chez les cardio, chez ceux qui ont des maladies cardiaques, réduire la dose aussi en cas de dysfonctionnement rénal. Et pour les allopéridoles aussi, ce sont des antagonistes. We lose Dr. Aminata. Aminata, on t'a perdu. Dr. Aminata, on vous entend plus. Pour expliquer par rapport au tableau près, vous allez revoir ça, c'est juste. Erin? Avancez. Oui, oui. Esther? Oui. Allô? Oui, oui, je suis là. Allô? Oui. D'accord, parce que ça, voilà, je pense que ça avait coupé. Erin, est-ce que vous pouvez défiler encore? Oui, ça. Yeah. Aminata, vous voulez aller jusqu'où? Le prochain diapo seulement, où il parle de la constipation. Je pense qu'elle a un problème avec le son. Là? Le prochain? Le prochain. Okay, the next one, Erin, Oui. yes. Go to the next one. Erin, next one. Là-bas. The non-pharmacologic. Aminata? Oui. Oui, on est là. Non pharmacologique, oui. On n'entend pas. Non pharmacologique. Oui. Ça ne défile plus. On est là sur l'écran avec le non pharmacologique. Moi, je vois toujours antidopaminergique. Ah non, non, non. On a déjà passé jusqu'à non pharmacologique. Attends, je vais sortir et Donc, revenir. Oui, peut-être. Parce que là, je me demande, est-ce que c'est pas parce qu'il pleut? Il pleut. Aminata, c'est ta connexion qui est figée en fait. Nous, on est au niveau non pharmacologique déjà. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Aminata? Je ne vois pas qu'elle est toujours là, mais est-ce que
Bon. Je pense que Allô, oui? vous êtes là maintenant. Oui, c'est bon. Parmi les... Excusez-moi, c'est en train de pleuvoir ici. Je pense que c'est ce qui a changé un peu par rapport à la connexion. Donc, on était en train de parler de la nausée et des vomissements. Là, pour les médicaments non pharmacologiques, on a ce qu'on... Je vais essayer d'appeler Aminata pour voir ce qui se passe. Il n'est pas joignable. Donc, nous voyons maintenant, je pense que peut-être nous allons continuer avec la présentation et quand elle revient, elle peut continuer. Donc, on a toujours les traitements non pharmacologiques et c'est changer des choses, régime alimentaire, un changement de goût, souvent lutter contre la constipation parce que Allô, c'est bon? Oui, C'est bon? on vous entend maintenant. Oui, c'est bon. Oui. En fait, il est en train de pleuvoir ici. C'est pourquoi la connexion coupe. C'est bon. Oui, c'est bon. Aminata, tu es revenu? Je pense que si ça ne vous dérange pas, peut-être... Aminata? Esther, maybe we can finish the nausea one. That's what I was saying. I'm going to keep going, and then when she gets back, but it's possible that. Il lui reste beaucoup de diapositives? Oui, ici, parce qu'on a fait la nausée, la constipation, la dyspnée, on a l'anxiété, il y a d'autres symptômes. Mais est-ce que vous voulez les lire ou vous voulez nous présenter, Oumar? Comment? Est-ce que ça vous dérange de prendre la parole? Oui, si, je peux, il n'y a pas de souci. Je peux continuer la parole parce que j'ai l'écran. Oui, je pense que alors, si tu peux faire ça, ça va nous aider. Oui, je vais le faire, ce que je voulais proposer. OK. Aaron, who's going to take over? OK, donc je continue avec l'écran de Erin. Donc, au niveau des traitements non pharmacologiques, il y a essentiellement, donc, il faut voir un peu le changement du régime alimentaire. Parce que les patients qui sont malades, il y a ce qu'on appelle des changements de goût. Ces changements de goût, donc, entraînent des modifications au niveau alimentaire. Il faut aussi prévenir la constipation.
Et aussi tout médicament qui peut entraîner des irritations du type digestif, les anti-inflammatoires, etc., il faut les arrêter. Bon, il est aussi rapporté que les patients dans cet état-là sont souvent développent des odeurs assez particulières. Ils sont très sensibles à certaines odeurs. Ce serait bien aussi de les éviter, notamment les odeurs fortes, c'est des perturbations. Bon, on n'a pas d'explication par rapport à ça. Bien entendu, il y a aussi ce qu'on appelle les médications alternatives, hein, la médecine douce, thérapie à base de plantes, gingembre, poivre, citron. Voilà, c'est des plantes qu'il faudra utiliser sous forme de tisane. Ça permet non seulement de réhydrater le patient, mais aussi de stimuler un peu son appétit. Diapo suivante. Next. Alors, concernant la constipation, ici, il y a plusieurs types de mesures. Bon, elle a mis essentiellement l'accent sur les médicaments d'abord non pharmacologiques. Donc, une bonne hydratation est nécessaire. Un régime riche en fibres avec des salades et faiblement chargées en féculents. Beaucoup de fruits, les pruneaux. Il y a aussi maintenant les traitements pharmacologiques. Nous connaissons tous ces médicaments qui sont utilisés dans le traitement pharmacologique, les laxatifs, etc. Diapositive, next, please. Donc, elle n'a pas développé les médicaments pharmacologiquement parlant, mais c'est essentiellement, nous, on a ici le Normacol, je ne sais pas pour les autres pays, on a le Normacol, on a le Difalac. Ce sont des médicaments de spécialité dont nous disposons ici au Sénégal. Alors, le chapitre suivant, c'est comment prendre en charge l'anxiété chez ce type de patient. Diapositive. Next. Là, c'est des conseils. Il faut gérer, donc, c'est un type de gestion assez particulière. Il y a le soutien, il y a les thérapies complémentaires, il y a le traitement pharmacologique, et bien entendu, on peut utiliser les deux. Next. Alors, thérapie complémentaire, comportementale, détente musculaire, le massage, c'est la kiné habituelle. Le nursing imagerie aussi guidée, bon, ça, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par imagerie guidée, mais l'hypnose aussi est utilisée, hein, donc c'est des thérapies douces. La méditation aussi peut être un recours. L'aromathérapie, il y en a même qui font ce qu'on appelle la balnéothérapie. Il est déconseillé les excitants, notamment l'alcool et surtout les caféines. Il y a un autre problème qu'il faudra gérer, c'est l'insomnie. Ça aussi, il faut prendre en charge, ça augmente l'anxiété et ça aussi, il faut prendre en charge l'insomnie. Next. Alors, l'anxiété peut être aiguë, mais elle peut aussi être durable, c'est-à-dire pendant tout le long de la maladie. Donc, il faudra, quand vous verrez à ce que utiliser des médicaments qui sont progressivement donnés à dose aussi progressive dans le temps, afin de voir aussi si les patients ils supportent bien les médicaments donc pour l'anxiété. Bon, ces médicaments pour l'anxiété, c'est les médicaments que nous connaissons tous. Ce sont les benzodiazépines ou des dérivés de benzodiazépines. Je ne rentre pas dans les détails parce que chaque pays a sa spécificité de ce qui est sur le marché. Donc, il faudra faire avec ce que nous avons au niveau de nos pharmacies, au niveau de nos pharmacopées. Diapositive. Next. Next. Qu'en est-il pour le délire et le syndrome confusionnel? Ce syndrome confusionnel peut être une forme aiguë. Donc, quand il s'agit d'un délire en rapport avec un état mental altéré, avec un syndrome confusionnel récent ou de gravité variable, il peut s'agir aussi d'une complication neuropsychiatrique
qui est la plus fréquente malheureusement chez des patients en phase avancée de leur maladie. Il s'agit aussi d'un terme assez générique qui désigne donc les différentes causes de confusion sans diagnostic spécifique. Next. Alors, le sous-type clinique du délirium rapporte 3 types de sous-types cliniques qui sont décrits. Un délire hyperactif, donc le patient là, il est agité, il est irritable, il peut avoir un comportement assez agressif ou avoir des comportements inappropriés vis-à-vis de son environnement. Et le deuxième cas, c'est des patients qui sont, disons plutôt, ont tendance à être repliés sur eux-mêmes, qui sont complètement désintéressés, qui sont inactifs et qui tiennent des propos qu'on a du mal à cerner, des propos incohérents. Et vous pouvez avoir les deux, c'est-à-dire que le patient entre des phases hyperalgiques, hyperactives, voire agressives, irritabilité, et à des moments donnés, le patient tombe dans une prostration complètement désintéressée de son entourage. Et ce type-là, mix, est beaucoup plus fréquent dans le type de patient qui nous intéresse actuellement. Next. Alors, comment gérer tout cela? Donc, on va toujours utiliser la médecine douce, c'est-à-dire les médicaments, ce qu'on appelle le traitement non pharmacologique, en rapport donc avec l'environnement du patient, un espace calme, une atmosphère rassurante, une présence rassurante, repositionnement pas si nécessaire, et aussi voir un peu les mesures hygiéno-diététiques du patient, notamment sa propreté et son nursing, et est-ce qu'il n'a pas quelque chose qui l'irrite en permanence, soit particulièrement la propreté. Donc, ça fait appel aux soins du patient, c'est-à-dire sa propreté, l'hygiène, comportement du patient. Pour les médicaments, on a les antipsychotiques, l'aldol, 0,5 mg en sous-cutané toutes les 4 heures, en augmentant progressivement selon les bolus, par bolus et selon les besoins. Il y a aussi l'olanzapine, donc qui est aussi dosé, qu'on peut donner entre 2,5 et 5 mg selon que le patient est naïf ou pas, toutes les 12 heures. Nous avons après les benzodiazépines, toutes catégories confondues. On commence toujours par des petites doses quand il s'agit d'un patient naïf, qui n'a pas l'habitude de prendre des médicaments. Si c'est un patient qui avait déjà été mis sous benzodiazépine, il est préférable d'aller carrément sur des doses beaucoup plus fortes, c'est-à-dire de 2 mg, à des doses à des périodes assez rapprochées. C'est-à-dire, si sur la diazépam, 10 mg 4 à 6 fois par jour, soit en péros ou bien par ampoule rectale. Next. Alors, le pronostic, lorsqu'il reconnaît qu'un patient est peut-être en fin de vie, le clinicien doit attirer l'attention des autres praticiens, en fait, l'équipe de soins. Ce n'est pas seulement les médecins, mais aussi les soignants, les infirmiers, l'entourage, la famille. Donc, tout l'entourage doit être mis au courant pour que tout le monde puisse avoir la même attitude. Et réfléchir aussi à des intervalles de temps. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une histoire de jours, une histoire de semaines, et de mois, indéterminée. Ça, c'est très difficile parce que souvent, les patients vous disent il en a pour combien? Et nous ne pouvons pas répondre objectivement à cette question. Et on doit être nuancé. On peut dire dans la vraie vie, c'est que la situation peut rester comme ça de façon durable. Elle peut se dégrader à tout moment, mais elle peut aussi peut-être s'améliorer. Là, on reste quand même, on ne donne pas trop d'espoir, mais on ne dit pas aussi de façon catégorique que c'est une histoire de minutes, une histoire de semaines ou de mois, mais on donne quand même, on montre que le pronostic, il est péjoratif et que le patient, donc, il faut s'attendre à une évolution d'une façon mauvaise ou une façon stationnaire pendant un certain temps. Il faut rester assez nuancé. Mais tout le monde doit avoir le même type de langage, que les infirmiers, les médecins doivent donner la même information à la famille et aux proches. Next.
Alors, signes et symptômes donc d'une fin de vie imminente. Donc, dans ces conditions-là, je vais déplacer ça. Augmentation rapide de la faiblesse et de la fatigue. Il y a l'alimentation qui ne suit plus. De plus en plus, les difficultés d'alimentation, les avaler, ça devient difficile, les fausses routes, l'inondation parce que le patient a perdu le réflexe de nausée. La connaissance de plus en plus est perturbée. Un délire incohérent, une agitation. Il y a un changement dans la respiration qui peut être paradoxal. Et bien entendu aussi une oligo-anurie, c'est-à-dire que donc, le débit urinaire n'est plus habituellement comme ça se faisait. Et dans les dernières heures, donc, il y a le rythme cardiovasculaire qui va aussi être modifié et bien entendu avec des marbrures et des crises d'apnée répétitives. Diapositive. Donc, tous ces signes-là doivent alerter d'une fin de vie imminente, en tout cas de mauvais pronostics de l'évolution du patient. Next. La prise en charge et l'accompagnement du patient en fin de vie implique, premièrement, identifier que le patient est en train de partir. Deuxième chose, en permanence, on doit réévaluer les symptômes, notamment les besoins psychologiques et spirituels. Ça me fait penser que c'est moi-même qui dois vous faire le prochain topo sur les aspects psychologiques et la prise en charge spirituelle des patients en fin de vie. Anticiper les problèmes probablement avant qu'ils ne surviennent. Là, peut-être qu'on va dans les discussions, on va revenir un peu là-dessus. Parce que l'anticipation des problèmes, il faut l'imaginer surtout à domicile. C'est-à-dire lorsque le patient il est à domicile, quelles sont les mesures à prendre à domicile pour anticiper. Tant que le malade est à l'hôpital, le problème se pose moins. Mais c'est à domicile que ces problèmes-là qu'il faudra anticiper pour savoir les gérer en rapport avec l'équipe mobile ou en rapport avec la famille. Et bien entendu, la prise en charge rapide et appropriée des symptômes permet quand même d'améliorer la qualité de vie et de l'accompagnement du patient en fin de vie. Next. Les sécrétions, l'éducation, donc symptômes courants, accumulation dans l'oropharynx, notamment les voies aériennes supérieures, nécessite pas souvent d'intervention. Il faut éviter d'aspirer ou se limiter à une aspiration orale fréquente ou peu fréquente et éviter de faire des aspirations profondes. Du point de vue mesures non pharmacologiques, la position de la tête, il faut l'ajuster si nécessaire pour éviter que le patient se trouve dans ses sécrétions. Du point de vue pharmacologique, du point de vue pharmacologique, donc les atropiniques toutes les 4 heures, donc à domicile. La scopo est un très bon médicament pour les urgences en transthermique ou en sous-cutané, selon qu'on est à domicile ou en collectivité. Malheureusement, je dois dire, par exemple, nous au Sénégal, nous ne disposons pas de scopo. Ça, c'est un véritable problème quand nous avons des patients hyper encombrés en fin de vie. On a des difficultés, il n'y a pas de scopo ici au Sénégal. Glycopyrrolate de 0,4 en sous-cutané toutes les 4 heures au cas de besoin. Ça permet donc de gérer les sécrétions qui peuvent aggraver l'état respiratoire du patient. Next. Autre considération, la nutrition, les besoins élémentaires, c'est-à-dire la réhydratation, les soins bucco-dentaires. Souvent, ces patients peuvent avoir des aptes, des candidoses buccales. Donc, il faudra avoir de petits moyens pour faire une hygiène de la bouche, des soins de la bouche. Nous, on utilise ici le bicarbonate de sodium. On utilise plus des sirops, des anticandidosiques et parfois donc des antiseptiques. Pour au moins préserver les soins bucco-dentaires.
les larmes artificielles. À défaut, il faut utiliser le sérum physiologique pour, si le patient ne peut pas se veiller à la propreté de son hygiène de visage, que les gens régulièrement, bon, qu'on mette du sérum phy et qu'on irrigue les yeux autant que se faire se peut. Éviter autant que se faire se peut aussi les cathéters à demeure parce que c'est des sources de complications. En cas de fièvre, on fait le traitement symptomatique, les mesures simples, les lingettes refroidies sur le front, et bien entendu, sinon, on a recours à des médicaments, l'acétaminophène pour faire l'affaire. Il faut éduquer sur les changements, notamment donc peut-être que les symptômes courants en fin de vie, et bien entendu tenir compte de considérations spirituelles et culturelles, et les deux, et des dernières volontés du patient en fin de vie. Donc là intervient quand même le côté familial, le côté spirituel, le côté environnemental. Next. En résumé, donc, les symptômes chez ces patients palliatifs influencent énormément la qualité de vie. Pour traiter les symptômes, il faut les comprendre, essayer de tenter une prise en charge simple, non pharmacologique, mais si c'est nécessaire, on n'a pas le choix. Malheureusement, l'expérience montre que la prise en charge pharmacologique, elle est au centre de ce que nous faisons tous les jours. Les doses de thérapie que nous utilisons, que ce soit les antalgiques, que ce soit les médicaments symptomatiques, dépendront de plusieurs choses. Ça dépendra d'abord si le patient, et c'est un patient naïf, il n'a jamais pris d'opioïdes ou s'il en a déjà pris, est-ce que le patient est en collectivité, c'est-à-dire en institution, ou bien est-ce que le patient il est à domicile? Et donc, l'augmentation de la thérapie des doses dépendra bien entendu de l'équipe soignante qui gère le patient depuis le début. Et tenir compte aussi de la voie d'administration. Donc, la voie orale est l'idéal, autant que se faire se peut. Bon, si on ne peut pas avoir la voie orale, ben, il faudra recourir à la voie sous-cutanée, à défaut la voie IV. Et le pronostic, comme nous l'avons dit, est difficile à déterminer. Est-ce que c'est une histoire qui va aller très vite ou bien est-ce que c'est une histoire qui va durer? Ou voilà, c'est assez nuancé. C'est difficile de se prononcer là-dessus. Next. Donc, je pense que c'était la dernière diapositive. En résumé simplement que c'est la prise en charge de ces symptômes fait appel à un travail d'équipe. L'équipe, c'est aussi bien la famille, le guide spirituel, le guide de la famille élargie, et toute l'équipe soignante. Donc, tout le monde doit avoir le même comportement, le même langage et avoir la même façon de travailler en équipe, chacun en ce qui le concerne, pour essayer d'accompagner ces patients jusqu'à la fin dans la dignité. Voilà ce que je voulais dire à la suite d'Aminata. J'espère que je n'ai pas beaucoup massacré entre guillemets sa présentation. Merci de votre attention. Merci, merci beaucoup, Dr. Ba, et aussi Aminata, merci beaucoup. Et je pense que c'est une présentation très importante parce que souvent, moi, je dirais que travailler en soins palliatifs, c'est un peu comme faire le travail d'un détective. Parce que si on voit un problème, comme la nausée, la constipation, il faut toujours chercher la cause. Parce que il n'y a pas un médicament pour toute la nausée, il n'y a pas un médicament. Donc, mais s'il y a des autres gens qui ont des commentaires, si, Oumar, vous pouvez mettre dans le chat les médicaments de la constipation que vous avez dit. Quels sont les autres médicaments de la constipation? Parce qu'on a vu le sénacement. Je ne sais pas si vous avez lactulose ou des sachets ou d'autres choses, mais si vous pouvez la mettre dans le chat. Aminata, si vous êtes là, vous voulez dire quelque chose? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour Dr. Ba ou des autres médecins qui sont là? Vous pouvez les mettre dans la... Oui.
J'ai une question par rapport aux benzodiazépines, parce que en général, dans d'autres contextes hors des soins palliatifs, on a tendance à les éviter maintenant à cause des problèmes de dépendance, etc. Donc, quand est-ce qu'on peut les utiliser? Quand est-ce qu'on va préférer d'autres molécules dans des cas d'anxiété, etc.? Ça, c'est pour Dr. Ba. Je sais ce qu'on fait ici au Canada, mais je pense qu'il faut voir ce qu'on fait au Sénégal. Alors, la question est très pertinente. Hein? C'est-à-dire que c'est ce que vous êtes en train de dire pour les benzodiazépines, c'est valable pratiquement pour les morphiniques. Hein? Souvent, nos collègues ne comprennent pas qu'on puisse donner des opioïdes à des patients qui sont en fin de vie et en détresse respiratoire. Et ils vous disent, mais si vous donnez des opioïdes, le patient va s'enfoncer davantage. Alors que c'est tout à fait le contraire. Donc, nous, on n'a pas de problème avec le risque de dépendance pour les benzodiazépines. Ce que je peux recommander, c'est d'imaginer des situations selon le patient que vous avez en face de vous. Est-ce qu'il s'agit d'un patient qui n'a jamais pris des benzodiazépines ou bien est-ce que c'est un patient qui était déjà sous benzo? Ce n'est pas la même chose. En général, les patients qui sont déjà sous benzo, vous êtes obligé d'utiliser des doses beaucoup plus importantes. Si vous donnez du benzo, par exemple, du diazépam à 10 mg, là où il faut 10 mg pour un patient naïf qui n'a jamais pris de benzodiazépine, vous pouvez le contrôler, mais vous ne pouvez pas le faire avoir le même résultat avec un patient qui était déjà. Parce que la plupart des patients, les médecins prescrivent presque tout le temps des benzodiazépines parce qu'ils sont anxieux, ils ne dorment pas et voilà, ils donnent ces médicaments-là. Mais en cas donc d'accès aigu, ça ne marche plus. Donc, vous êtes obligé Mais nous, on n'a pas de problème de risque de dépendance pour ces patients-là. En tout cas, pour mon expérience, non. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, commentaire? Esther, for the slide that was about secretions, I'm not sure I fully understood, but it sounded like some of those medications we don't have in Senegal. Is Dr. Ba able to talk a little bit about what they do? Do they reposition or how do they treat people at end of life? Okay. Dr. Ba, je pense que vous comprenez l'anglais. Hein? Donc, si vous n'avez pas scopolamine ou glycopyrrolate, qu'est-ce que vous faites pour les personnes avec les sécrétions à la fin de vie? Oui, très bonne question. Moi, on utilise les moyens de bord, les atropiniques. Ça, on donne des atropiniques. Mais on n'a pas beaucoup, malheureusement, d'antisécrétoires ici. Ça nous pose énormément de problèmes dans l'accompagnement des patients, alors que ça règle le problème. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que quand je voyage, je pars en France, je ramène dans mes bagages, je pars dans mes hôpitaux où je travaille d'habitude, je récupère la scopo, mais on n'en a pas. Nous avons mis ça par contre dans la liste des médicaments au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. De même que je voulais dire aussi que nous avons des problèmes pour la nutrition parentérale. Par exemple, le frisubin, le cabivène, etc. Nous ne disposons pas dans nos structures. Et ça nous pose énormément de problèmes quand les patients ne peuvent plus s'alimenter. Il faut les nourrir de façon parentérale. Et ça nous gêne. Nous avons essayé de mettre ça aussi parmi la liste des médicaments essentiels parce que ça nous gêne énormément dans l'accompagnement des patients au Sénégal. Merci. Je sais. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Hassan, vous voulez ajouter quelque chose? Hassan? Hassan, vous voulez ajouter quelque chose? Il faut fermer la... Hassan. Oui. Avec
le Scopo. On a le Scopo ici au Canada, mais j'ai entendu que c'est très cher. Et en fait, ça ne marche pas toujours avec les personnes qui sont en fin de vie. Et moi, je dirais souvent, la chose qui est la plus difficile, c'est la famille. C'est la famille qui écoute les respirations comme ça. Et ça leur fait énormément de mal. Et souvent, ils disent que mon père, c'est noir ou des choses comme ça. Alors que moi, je dirais des fois que c'est à cause des muscles qui relâchent à la fin de vie, aussi la salive, la personne n'est plus capable à avaler. Mais le fait qu'on entend le bruit, ça ne veut pas dire que la personne le perçoit. Vous comprenez? Je pense que moi, j'essaie de parler avec les gens des choses qui sont un peu, bon, c'est pas dur, mais les choses qui sont normales en fin de vie. Parce que on sait que les gens qui, à la fin de vie, que les respirations vont changer. Donc, moi, j'essaie de dire à mes patients, avant la fin, qu'il y aura un jour où vous pouvez peut-être entendre quelque chose, mais ça ne va pas dire que la personne a mal. Aaron, I'm just explaining that scopolamine doesn't always work. And it's actually more distressing for the family, the sound. It's not necessarily the person. And so if we normalize it with our teaching, that can also help the family. But it doesn't always help. It doesn't always work. It works for some people, but not for others. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que sinon, nous allons passer à le cas d'étude. Donc, parce que sinon, on risque de perdre le temps. Esther? Donc, Yann? Oui, Esther, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Barr. Pour ajouter, je pensais qu'il faut se rappeler l'importance de faire une évaluation holistique et dans les symptômes. Je me souviens une patiente qui, à la fin de la vie, qui a souffert cancer ovarien. Elle a beaucoup de symptômes de nausées et de dyspnée, très difficiles de traiter. Nous avons essayé toutes les possibilités pharmacologiques sans effet. Et le travailleur social a découvert qu'il y a un problème entre la patiente et sa fille. Et ça dure beaucoup d'années. Et elle a fait une réunion entre les deux et pour les réconciliations et pour changer de pardon. Et après ça, les symptômes amélioré beaucoup et le patient meurt en paix. Et c'est une question, nous avons essayé beaucoup de médicaments, mais c'est l'intervention de le travailleur social qui a été efficace. Merci. Merci. Merci, Dr. Miller. Est-ce que nous avons un autre commentaire, une question? Sinon, on va passer la parole à Binta. Binta, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. OK. Alors, merci beaucoup, docteur Cissé et docteur, je ne veux pas me tromper, l'autre docteur qui a terminé. Merci beaucoup pour ce riche temps d'enseignement. Docteur? Excusez. C'est Oumarba, docteur Oumarba. D'accord, je comprends pourquoi je ne retiens pas, c'est parce que... Oui, t'es excusé.
Ok. T'es excusé. Donc, je suis un diplômé. Alors, je suis infirmière diplômée d'État et je travaille à Thiès dans une école de formation en santé. Alors, cet après-midi, on va partager ensemble l'étude de cas. On a vu comment traiter les symptômes. On a vu beaucoup de symptômes. Et aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur un cas. Et pour ce cas que nous allons voir ensemble, les questions que nous allons essayer de retenir et essayer de parcourir ensemble sont les suivantes. Excusez-moi. Premièrement, quels sont les principaux symptômes dont souffre ce patient? Deuxièmement, comment évaluer la dyspnée? Quelle est la différence avec la dyspnée due à une tumeur maligne, une dyspnée due à une insuffisance cardiaque? L'autre question, c'est quelles sont les prochaines étapes pour traiter ces symptômes? Et dernièrement, comment les opioïdes peuvent être utilisés dans le cadre de traitement axé sur les symptômes? Merci. Erin? Donc, pour notre cas, nous avons notre patient de 57 ans qui souffre d'une bronchopneumopathie chronique obstructive et aussi associée à une hypertension et le diabète. Oui, next. J'espère qu'on m'entend bien. OK. Donc, comme traitement, récemment, on a essayé de gérer sa crise de bronchopneumopathie obstructive, mais on n'a pas eu d'amélioration. On a aussi essayé de changer les bronchodilatateurs, on n'a pas eu d'amélioration. Et il se plaint de maux de tête matinale qui s'empirent. Next. Alors, comme le docteur Miller était en train d'attirer notre attention tout à l'heure, le plus important, c'est vraiment de faire une bonne évaluation holistique. Et ici, on va voir la douleur et d'autres symptômes, tels que la dyspnée qui a été évaluée à 4 dixièmes au repos, 8 dixièmes à l'activité, une fatigue évaluée à 4 dixièmes et de l'anxiété, 2 dixièmes, mais parfois ça augmente la nuit. La dyspnée s'améliore avec les bronchodilatateurs, le débit d'air, c'est-à-dire si on ouvre une fenêtre ou bien on place un ventilateur ou bien si on oxygène le patient. Next. Alors, pour les préoccupations psychosociales et familiales, c'est un patient qui vit dans le milieu rural au Sénégal avec sa femme et ses 2 fils, 12 et 14 ans. C'est un ancien travailleur journalier qui ne travaille plus depuis plusieurs mois à cause de sa santé. Il s'inquiète pour les finances, c'est-à-dire comment ses enfants pourront continuer leur école. Alors, l'équipe médicale lui rend visite, l'équipe de soins palliatifs lui rend visite chez lui. Okay. Next, please. Donc, pour sa communication, c'est un patient qui ne sait pas lire et aussi ne veut pas que ses fils soient au courant de la sévérité de sa maladie. Next. Pour les préoccupations spirituelles, c'est un malade qui a peur de mourir. Alors, à cause de la dyspnée, il n'arrive plus à aller à la mosquée qui est assez loin de chez lui. Donc, pour la collaboration dans le milieu sanitaire, disons qu'il a été consulté par un médecin au niveau du district, puis a été à l'hôpital régional pour faire ses analyses et avoir un diagnostic. Yes.
Donc, pour évaluer la dyspnée chez ce type de patient, nous avons eu recours à l'échelle du Medical Research Council, excusez-moi de mon anglais. Donc, nous pouvons voir le premier degré, c'est un patient avec une dyspnée lors d'un exercice intense. Le deuxième degré, c'est la dyspnée lors d'une marche rapide sur terrain plat ou en montant une pente légère. Le troisième, c'est la marche plus lente. C'est la personne qui marche plus lentement que les personnes de son âge sur un terrain plat, où il doit s'arrêter pour respirer lorsqu'il marche à son propre rythme sur un terrain plat. Et aussi, on a quelqu'un qui doit s'arrêter pour respirer après une marche d'environ 90 mètres. Et le dernier palier, c'est quelqu'un qui est trop essoufflé pour quitter la maison ou bien la dyspnée. Même juste le fait de changer d'habit, il est dyspnéique. Next. Donc, à ce stade, nous voulons poser la question, est-ce que parmi nous qui participons, nous pouvons apporter quelques informations sur qui connaît la différenciation entre la dyspnée tumorale et la dyspnée due à une insuffisance cardiaque. Et de ce fait aussi, si on a des questions par rapport au cas que nous venons de donner, nous pouvons enchaîner avant de terminer avec la prise en charge. Merci. La différenciation entre la dyspnée tumorale et l'insuffisance cardiaque. Oui. Vous pouvez juste ouvrir le micro si vous voulez dire quelque chose. Binta, j'avais une pensée. Si nous disons que le dyspnée, c'est subjonctif, ça veut dire que quelqu'un qui a l'impression d'un manque de souffle. Je pense que c'est le même sentiment avec les deux, mais avec insuffisance cardiaque, souvent il y a des sécrétions et il y a d'autres médicaments. Normalement, les gens qui ont le cancer, ils vont avoir une dyspnée aussi, mais la cause n'est pas la même chose que insuffisance cardiaque. Mais si c'est une dyspnée, et ça veut dire que c'est moi qui définit, qui fait la définition, je pense que peut-être c'est le même, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose. D'accord. Dr. Ba, Dr. Cissé, Dr. Miller. Alors, si j'ai bien compris, la question, c'est comment faire la différence entre une dyspnée cardiaque et une dyspnée tumorale, c'est ça, Aminata? Binta. Binta? C'est ça, docteur. C'est ça la question? Oui. Alors là, c'est-à-dire que tout dépend du tableau clinique. C'est-à-dire que là, tu as un patient qui a une bronchopneumopathie chronique. Donc, déjà, qui est sous traitement bronchodilatateur et qui a fait une exacerbation, ça ne fait pas très longtemps. Bien que l'évolution naturelle de sa BPCO peut entraîner une dyspnée, déjà. Bien que l'évolution naturelle de sa BPCO peut expliquer sa dyspnée. L'autre problème, c'est que si c'est une dyspnée, ça dépend aussi comment est l'atteinte. Est-ce que l'atteinte du poumon est importante? Il faudrait voir l'imagerie, il faudrait voir quels sont les éléments. Tant que tu n'as pas vu l'imagerie, il est très difficile de relier la dyspnée, la rattacher à une origine tumorale. Il faut le voir après les éléments que vous avez donnés ici. L'insuffisance cardiaque peut être une conséquence de sa BPCO.
sa bronchite chronique peut entraîner une insuffisance cardiaque tout simplement parce que dans l'évolution naturelle de la BPCO, c'est une insuffisance cardiaque à la suite d'un cœur pulmonaire. Donc, ça peut être lié. Donc votre patient ici, il peut avoir une dyspnée mixte, c'est-à-dire à la fois un rapport avec la pathologie tumorale, mais en même temps un rapport avec la pathologie de sa BPCO. Donc, c'est mon point de vue pour le moment d'après ce que j'ai entendu. Merci. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter? Maintenant, Oui. ce que je peux ajouter aussi, Binta, la prise en charge peut aussi t'aider. Tu n'as pas tous les éléments d'imagerie autre. Tu penses que la dyspnée peut être en rapport avec une insuffisance cardiaque. Il faut traiter l'insuffisance cardiaque. Si vous traitez l'insuffisance cardiaque avec des moyens comme en déplétant le patient, en donnant des diurétiques, si c'est une défaillance cardiaque, forcément, le patient s'améliorerait. Et il devrait aussi avoir d'autres signes. Par exemple, il a le visage qui est enflé, il a des odeurs au niveau des jambes, etc. Donc, des signes de retention. Et en ce moment, si vous le déplétez, c'est-à-dire vous donnez des diurétiques, le patient devrait s'améliorer sur le plan de la dyspnée. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas une insuffisance cardiaque. Maintenant, si c'est une insuffisance, c'est une en rapport avec la tumeur, les diurétiques ne marcheront. Il faudra donner autre chose. Merci. Merci, docteur. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, les deux, c'est possible, existent séparément, mais de temps en temps, les deux existent à la même temps. Et on doit faire une examination clinique et faire une amnèse très détaillée pour traiter les deux. Bien sûr, les diurétiques, ça marche bien pour l'insuffisance cardiaque, mais un petit dosage d'opioïdes, ça marche pour les deux causes des dyspnées. Mais ça dépend dans le cas, bien sûr. Merci, docteur Miller. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? D'accord. Donc, on continue avec la prise en charge. Excusez-moi, je voulais m'atteler un peu. Allô, vous me recevez? Vous me recevez? Oui, vas-y. Oui, moi, j'aimerais bien m'atteler un peu sur l'insuffisance cardiaque. Allô? Vous me recevez? Oui. Est-ce que vous me recevez? Oui. Oui, vas-y. Oui, je disais que je voulais m'atteler un peu sur l'insuffisance cardiaque de ce patient. Compte tenu de son histoire, je pense que la forme de dyspnée serait basée sur son passé historique. Hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il a raconté, son problème qu'il a, il ne veut pas que les enfants le sachent, la situation financière de la Est-ce que vous me recevez? Oui. Je peux continuer? Alors, je disais tantôt que son passé, c'est-à-dire son histoire
présence même peut causer cette forme de dyspnée qui peut l'entraîner dans cette situation d'insuffisance cardiaque. C'est seulement ce que je voulais ajouter à cette histoire. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un patient qui est dans une situation vulnérable. Hein, et, bon, et puis, cette maladie aussi difficile lui fatigue encore plus. Hein. Il ne veut pas que sa famille le sache, que les enfants le sachent. Donc, ça peut l'entraîner dans ce débat. Merci. Merci, Dr. De Souza. Merci. Binta? Allô? Allô, Binta? Binta, tu nous entends? Bon, ça s'entrecoupe. Je pense que c'est la connexion. Maintenant, je suis un peu. Allô? Oui, on t'entend. Vas-y. D'accord. Binta? Merci quand même. Alors, on va... Allô? Oui. Binta? On t'entend plus. Est-ce que tu es là? Ça sent. Oui. Alors, puisque la prise en charge doit être holistique, allô? Oui, vas-y. Maintenant, je pense qu'elle a des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, peut-être elle essaie de reconnecter. Oui. Nous espérons. On l'a perdu là. Oui. C'est vrai qu'il est en train de pleuvoir là un peu partout. Je pense que c'est ça qui perturbe les connexions. Oui. Mais c'est bon la pluie au Sénégal, n'est-ce pas? Ah oui, moi là, il pleut là. C'est bon. Bon, je pense que moi, je vais continuer parce que le temps s'échappe. Donc, Ouais. avec ce monsieur, en stratégie efficace pour lui, l'oxygène. Mais il faut savoir, avec les malades qui ont le COPD, des fois, il faut être très prudent avec l'oxygène parce que je ne sais pas comment dire en français, mais c'est marqué là-bas. Donc, normalement, si on met l'oxygène, c'est un petit peu. Parce que si on augmente l'oxygène, ça va empêcher la personne de respirer. Donc, il faut faire attention avec l'oxygène pour quelqu'un avec COPD. On va les encourager de toujours à poursuivre les bronchodilateurs. Encourager un ventilateur parce que le mouvement d'air, souvent, ça aide les personnes. Et si on a la morphine, on commence avec la morphine 2,5 toutes les 4 heures au besoin. Je pense qu'au niveau des bronchodilateurs, il y a une technique
Et je pense que Dr. Hélène, on va vous donner 1 minute de nous parler un peu de la technique. Parce que Dr. Hélène travaille avec les gens dans une clinique et elle voit des gens et elle les enseigne comment utiliser les bronchodilatateurs. Hélène? Oui, merci Esther. Erin, can you go to the last slide, please? Donc, avec les bronchodilateurs, avec les pompes qu'on a disponibles sur le marché au Sénégal, il est assez difficile de bien coordonner l'appui sur la pompe et puis l'inspiration. Parce que si c'est la pompe seule, le patient doit mettre ça dans la bouche, vider les poumons, puis en même temps appuyer sur la pompe et faire une inspiration profonde qu'il doit normalement tenir jusqu'à 10 secondes pour que le maximum de produit aille dans les poumons. Mais beaucoup de nos patients n'arrivent pas à maîtriser cette technique-là. Donc, vous voyez sur l'image, il y a les chambres d'inhalation et ça, là, ça s'ouvre, le côté qui est loin de la pompe, ça s'ouvre et le patient met ça dans la bouche. Et puis, il peut simplement appuyer la pompe et le produit va dans la chambre. Et puis, il peut inspirer quand il est prêt. Et comme ça, il n'a pas besoin de coordination entre le moment d'appui et le moment d'inspiration. Dans l'idéal, il va quand même inspirer profondément et retenir le souffle pendant 10 secondes. Mais s'il n'arrive pas, il peut même juste faire 3 inspirations normales et assez de petits produits va rentrer dans les poumons. J'ai mis le lien en bas. Il y a une vidéo YouTube qui montre comment faire ça pour les patients. OK, merci Sidi. Donc, le problème avec ces chambres-là, c'est que ce n'est pas disponible partout et ça coûte assez cher. Mais on a découvert un moyen de faire des chambres d'inhalation faites maison. Donc, il faut prendre une bouteille de Kiren de 500 millilitres comme ça et puis percer un trou pour pouvoir mettre la pompe dedans. Et la meilleure façon de percer le trou, c'est avec un fil. Tu prends un fil et tu fais ça, tu entoures le bout de la pompe et puis tu chauffes le fil au gaz et puis tu perces comme ça un trou. Et si tu peux ensuite mettre la pompe tout de suite dedans, ça va se fermer un peu autour de la pompe pour avoir une meilleure connexion. J'aurais dû dire qu'il faut d'abord, bien sûr, laver la bouteille et laisser sécher à l'air pendant au moins 12 heures pour que ça soit complètement sèche. Et puis, donc, la première fois que le patient l'utilise, il doit amorcer ça en mettant la pompe sans mettre dans la bouche. Et puis, il fait 10 pompes. Comme ça, il y a moins de charge électrostatique. Donc, le produit ne va pas coller sur la bouteille, mais ça va rentrer dans les poumons. Et ça, on l'a trouvé efficace pour les asthmatiques. On n'a pas vraiment eu à l'essayer en soins palliatifs, mais je crois que ça devrait marcher aussi pour ceux qui ne peuvent pas payer les chambres d'inhalation. Voilà, c'était juste ça. Merci. Merci, Dr. Hélène. Binta, est-ce que tu es de retour? Oui, je suis de retour. OK. Moi, j'ai fait ce diapo, donc nous pouvons aller sur le next slide. OK, Binta. Maybe the next. OK. Merci beaucoup. Alors, pour la prise en charge de la fatigue, il faut d'abord prendre en charge la maladie parce que la maladie a tendance à apporter beaucoup de fatigue avec la dyspnée et autres dans l'organisme de la personne. Donc, si on fait une bonne prise en charge de la maladie, ça peut aider pour la fatigue. Aussi, il faut une prise en charge de la dyspnée, comme je le disais, qui peut aider, et l'utilisation des pauses d'activité. S'il voit que quand il fait des pauses, ça l'aide, alors on va devoir aller à son rythme. Next, please. Alors, la prise en charge de l'anxiété.
c'est toujours prendre en charge la dyspnée et aussi et surtout les préoccupations spirituelles. Et certainement, le docteur Ba, la prochaine fois, va nous entretenir bien sûr sur ce sujet. Next. Donc voilà, c'était les questions que nous avions. Peut-être nous pouvons juste voir si nous avons d'une autre répondu aux questions et voir aussi s'il y a d'autres questions ou d'autres apports que nous voudrions faire sur le sujet. Vous pouvez mettre vos commentaires dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro. Et poser des questions s'il y en a des commentaires. Next. Je pense que c'était la dernière étape. Voilà. J'ai une question pour vous au Sénégal. Avec le dyspnée ou les autres problèmes respiratoires, est-ce qu'il y a des exercices que nous pouvons faire pour aider avec ça aussi? S'il y a quelqu'un qui a beaucoup de dyspnée, souvent il respire très, très vite, n'est-ce pas? S'il se lève pour faire quelque chose, il manque le souffle et il panique un peu. Est-ce qu'il y a un exercice ou une façon de respirer? Comment nous pouvons aider les gens avec ce problème? J'imagine que vous ne pouvez pas trouver l'oxygène à la domicile. Est-ce que vous pouvez avoir l'oxygène à domicile? Alors, le problème de ces patients, comme vous avez dit, hein, Oui. c'est l'oxygénation longue durée, c'est l'oxygénation à domicile. Nous essayons, nous, d'appareiller énormément de patients à domicile. Bon, des fois, nous avons des concentres, parce qu'ici, nous n'avons pas les liquides. Nous n'avons pas de... nous avons juste les extracteurs. Les extracteurs, donc, malheureusement, au Sénégal, les extracteurs, il n'y a pas de... Nous n'avons pas ce qu'on appelle des prestataires qui mettent de l'oxygène à domicile chez le patient. Problème d'assurance, etc., il n'y en a pas. Alors, ce que nous faisons, c'est quand nous avons évalué, parce que la plupart de ces patients en fin de vie qui sont polypathologiques, qui sont des BPCO, qui ont des tumeurs bronchopulmonaires avancées, des pleurésies, etc., ils ont tous besoin d'oxygène. Et pour que le maintien à domicile puisse se faire, il faut qu'on mette de l'oxygène à domicile. Sinon, c'est des patients qui vont faire des va-et-vient aux urgences tout le temps. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Bita, mais nous, ce qu'on fait, quand nous avons ces patients-là qui sortent, nous mettons en place une équipe mobile pour accompagner. Nous mettons en place, si les moyens le permettent, donc un matelas orthopédique anti-escale, etc., pour éviter des problèmes de cultus. Nous mettons en place un système d'accompagnement pour le nursing et la kinésithérapie motrice, mobilisatrice. Et pour l'oxygène, nous mettons en place un concentrateur à domicile. Maintenant, le problème des concentrateurs d'oxygène ou des extracteurs, il y a des patients qui peuvent les acheter. Et quand ils peuvent les acheter, il n'y a aucun problème. On installe au domicile du patient. On lui met un prolongateur de 20 mètres pour lui permettre de déambuler. Parce que si vous mettez seulement l'oxygène avec un petit tuyau de 1 mètre, le malade ne bougera pas.
C'est clair. Donc, il faut essayer de régler le problème en mettant, en prolongant, nous demandons systématiquement aux fournisseurs de mettre en place donc un système au moins une vingtaine de mètres de longueur de fil pour permettre aux patients d'avoir une autonomie chez lui, aller dans les toilettes, se promener, déambuler. Et ça aide quand même à la qualité de vie du patient. L'autre difficulté, c'est ce qu'on appelle les extracteurs portatifs. Ça, il n'y en a pas. Ils sont extrêmement chers. Il y a des patients qui voudraient peut-être déambuler, sortir d'environnement, aller voir autre chose, mais ils ont besoin de faire ça, il n'y en a pas. Donc, les appareils qui sont neufs coûtent cher. Nous utilisons souvent des réseaux entre nous, des malades qui en avaient acheté, qui ne les utilisent plus, et on les met en relation avec la famille patient qui en a besoin pour qu'ils trouvent un système entre eux, soit c'est une donation, soit c'est un petit prix, et donc le malade peut en disposer. Malheureusement, nous sommes confrontés des fois à des patients qui n'ont aucun moyen pour disposer de ces appareils. Nous sommes obligés nous avons eu des fois à garder des patients pendant longtemps, pendant des mois même, à l'hôpital parce que le retour à domicile est impossible sans oxygène et ces patients sont obligés de rester à l'hôpital avec toutes les conséquences que cela comporte. Vraiment, c'est ça, si quelque chose dont on a besoin, c'est comment trouver une possibilité d'avoir des concentrateurs à bon marché, mais surtout des concentrateurs qui fonctionneraient avec de l'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire avec l'énergie solaire. Parce qu'il y en a qui sont dans le milieu rural, ils n'ont pas accès à l'électricité. Et ça aussi, c'est des choses que nous avons vécues avec les patients ici. Je vois, c'est un peu compliqué. Comme chez nous, vous allez voir les personnes sous oxygène dans le supermarché, dans l'autobus, qui se promènent dans la rue avec le petit oxygène. Mais c'est cher chez vous. Hein? Ces portatifs ici, ça coûte entre 2 et 3 millions de francs CFA. Pour les concentrateurs qui font les extracteurs de 5 litres, ça coûte 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, ça fait combien en dollars? Je vous le calcule. 2000 et quelques. Ça fait dans les 2000 dollars. 2000 dollars pour un appareil neuf. Les patients peuvent les acheter. On peut arriver à faire acquérir les patients avec, disons, 1600 dollars, 1700 dollars. Et c'est quand même assez cher payé pour des gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas d'assurance maladie. Bon, vraiment, c'est le quotidien. Hein? C'est le quotidien. Donc, j'imagine dans ces cas, il faut beaucoup de temps à parler, à rassurer avec les choses spirituelles et sociales. Je pense que c'est ce côté qui est très important pour quelqu'un comme ça. Oui, c'est ça. En fait, pour ce genre de patients, il faut une présence, il faut un entourage, il faut une écoute. Parce que quand les patients font des exacerbations, ils font des crises d'anxiété ou ils font une détresse respiratoire alors qu'ils avaient déjà un problème respiratoire de base, et le premier réflexe, c'est de ramener le malade là où il était hospitalisé. Et même s'il doit faire 50 km ou ça, le premier réflexe, c'est de ramener-le là où il était hospitalisé. Alors que si, par exemple, le patient a un contact, un simple coup de fil ou une présence pour régler le problème, le malade, il est juste anxieux, il a besoin d'être rassuré, la famille a besoin d'être rassurée, après ça se passe très bien. Donc, il faut impérativement que ces patients-là aient un relais. S'ils n'ont pas de relais en ambulatoire, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. Moi, je suis oncologue médical, je suis pneumologue, donc j'ai des patients insuffisants respiratoires stade terminal qui nous
Donc, j'ai ces deux problèmes-là. Des fois, qui ont des cancers, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Muller, qui ont et le cancer et la BPCO authentique, qui ont les deux, avec toutes les complications derrière. Et ces malades-là, il faut tout faire pour les maintenir à domicile, mais sans équipe, ce n'est pas possible. Oui, en tout cas, c'est vrai. Merci beaucoup, Dr. Ba. Et juste ajouter que, oui, comme le docteur était en train de le dire, et rassurer le patient et aussi son entourage, parce qu'une dyspnée, une crise d'anxiété, souvent ça fait peur au malade et aussi à son entourage. Et souvent, le fait qu'il voit son entourage dans un état peut empirer la situation. Donc, c'est de l'assistance et c'est de l'éducation, que ce soit pour le patient et ainsi que son entourage, sa famille. Et comme il le disait, ça peut déjà gérer beaucoup de choses en attendant qu'il arrive. Alors, Sokhna Esther, je vous remets l'antenne, le micro. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, donc Diallo, il a dit aussi dans le chat, changement de position, quelques exercices de relaxation et être dans un endroit aéré. Et ce sont les choses que tout le monde peut faire. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Merci, Diallo. Ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si nous voyons des ressources ou bien des protocoles en français qu'on peut mettre dans la... Je vais toujours chercher si je peux trouver d'autres vidéos qui sont cool. Et merci à tous pour venir aujourd'hui. Je pense que si nous allons dire au revoir si on n'a pas d'autres commentaires. Et la prochaine fois, c'est le 17 septembre avec Dr. Umar Ba qui va nous enseigner sur le côté spirituel. Et ce classe est enregistré, donc même les gens qui avaient des problèmes avec la connexion peuvent toujours voir la classe. Et je veux dire un grand merci à Dr. Aminata Sissé aussi et à Dr. Umar Ba pour nous aider. Donc, si on n'a pas d'autres questions ou commentaires, on va dire au revoir, à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Il ne faut pas oublier, je pense que Erin va mettre un lien pour... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur et madame Muller. Au revoir. Oui, au revoir. Bon courage.